Merci d'applaudir votre premier invité, l'une des personnalités les plus influentes dans le domaine de la cybersécurité, Général Marc Boger. Bon Général, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Alors, j'ai deux gageurs ce matin. C'est un, arriver et voir quelque chose. Si on pouvait m'éclairer un peu la salle, je déteste avoir que du noir face à moi. Merci. Ça, c'est pour surveiller ceux qui s'endorment. Oui. Donc, première gageur pour moi, c'est arriver à vous intéresser un samedi matin, 9h20. Après une soirée qui a été un peu longue. Et voilà, sur un sujet qui est, ma foi, relativement un peu tricky. Et en plus, j'ai une deuxième gageure, c'est qu'il faut que je tienne en 30 minutes. Parce qu'on m'a expliqué qu'à 31 minutes, l'animateur arrivait et me coupait la parole si j'étais trop bavard. Donc je vais essayer d'avancer. N'hésitez pas, je veux un système le plus interactif possible. J'ai pu déjà échanger avec certains d'entre vous. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Essayer un peu de vous décrire ce que c'est que la lutte contre la cybercriminalité. Alors, peut-être pour commencer, quelques chiffres pour planter le décor. La cyberdélinquance, le coût de la cyberdélinquance au plan international estimé à 6 à 7 000 milliards de dollars. C'est 1 500 milliards de dollars de revenus pour nos cyberdélinquants. C'est une attaque par rançon-logiciel toutes les 11 secondes. Donc vous calculez, nous allons être 45 minutes ensemble. Je vous laisse calculer, diviser ça par 11 secondes, ça vous donne l'idée du nombre d'attaques. Ça me permet de rebondir tout de suite. Effectivement, le vendredi soir est un moment de prédilection puisque les boîtes se ferment et donc les hackers ont le champ libre jusqu'au lundi matin. Et c'est en général un moment privilégié pour qu'ils commettent leurs méfaits. Une situation qui donc est une menace qui est particulièrement sérieuse et des chiffres qui sont plutôt rouges. Et encore avec un chiffre noir, on le sait, particulièrement important, puisqu'on estime que pour une plainte déposée, il y a à peu près 250 attaques tentées ou réussies. Donc ça vous donne un peu la marge et le bond que nous avons encore. Et qui est malheureusement trop peu pris en compte. Alors il y a un test que je ne fais plus, je l'ai fait la première fois, ça m'a définitivement vacciné. Première fois que je suis intervenu dans une assemblée comme la vôtre, j'avais fait lever la main à ceux qui avaient pris en compte le risque cyber. Donc j'avais à peu près 3/4 de la salle qui étaient tout fiers de lever la main. Et après j'ai demandé aux gens qui avaient la main levée que ceux qui n'avaient fait que prendre une assurance cyber, s'ils pouvaient la baisser. De toute façon, ce que je vois, ceux qui avaient réellement pris en compte le sujet, il m'est resté 3 mains levées. Donc je vous fais grâce de ce test. J'ai peur en samedi matin de trop mal démarrer la journée. Donc un risque une menace qui est insuffisamment prise en compte, alors même que nos systèmes d'information sont de plus en plus interconnectés, interpénétrés, complexes, et donc de plus en plus troués. On bat chaque année le record du nombre de vulnérabilités découvertes dans les systèmes d'information. L'année dernière, on en était à plus de 50 par jour. C'est autant de portes qui peuvent être utilisées par nos hackers pour entrer dans vos systèmes d'information. Alors, quand on parle de hackers, qu'est-ce que j'ai comme cyberdélinquants face à moi? On peut, grosso modo, les répartir dans 4 grandes catégories. Je vais exclure tout de suite ceux qui travaillent au profit des États et qui sont dans une vraie volonté de déstabilisation de tel État par tel autre. Ceux-là sont les services spécialisés qui travaillent dessus. C'est pas ma crèmerie. De même que tous ceux qui font de l'activisme en ligne, espionnage, manipulation de l'information, etc. Là encore, il y a des services spécialisés qui font ça. Moi, je vais me concentrer sur ce qui est mon quotidien, malheureusement, à savoir les groupes structurés de hackers qui sont là donc, pour faire de l'argent, puisque j'ai face à moi des escrocs. On est très très loin du jeune de 16 ans qui attaque le site de la NASA pour récupérer les plans de la navette. Ce sont des vrais escrocs qui sont là pour faire de l'argent.
Et donc, ces hackers vont s'organiser en groupe, plus ou moins étanches les uns avec les autres. Et face à moi, j'ai désormais de véritables entreprises criminelles avec un DRH, avec un directeur des services financiers, avec un responsable des affiliés. Enfin, tout ça se structure et c'est de vraies petites entreprises. Ça, c'est pour la partie escroquerie. Je mets à part une forme particulière, mais tout aussi abjecte, de délinquance, tout ce qui est pédocriminalité, qui obéit clairement à d'autres règles, notamment d'être beaucoup moins international que la première forme de criminalité. Si je rentre un peu dans le détail de la délinquance, on s'aperçoit que à peu près 75, 77 suivant les années, ce sont des escroqueries. C'est vraiment, on est sur le fonds de commerce, et que les rançongiciels et ce qu'on appelle les ASTAD, les atteintes à un système de traitement automatisé de données, représentent 7-8% de la délinquance. Ce qui me faisait dire tout à l'heure à une de vos collègues que voilà, je me refusais à travailler uniquement sur ces ASTAD parce que ça voulait dire que je laissais de côté 92 ou 93% de la délinquance, qui ne me paraissait pas être très raisonnable, même si nous sommes avec ces ASTAD sur ce qui est le plus médiatique, c'est les fameux attaques où on vous chiffre complètement vos données. J'aurai l'occasion d'y revenir au cours de la présentation ou dans le cadre de nos échanges. Alors, face à ça, Christian Rodriguez a créé le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace en août 2021, parce que nous sommes persuadés que la prochaine crise sera une crise cyber. Vous remarquez que je n'utilise pas le conditionnel, et je ne devrais pas utiliser le futur, mais bien le présent, tellement la situation est sérieuse. Et donc, c'est une véritable lame de fond qui tourne, qui ronfle en gendarmerie. Le cyber, c'est la priorité numéro 1 depuis maintenant quelques années. Et donc, il a souhaité rassembler l'ensemble de ses forces sous un porte-étendard unique. J'ai la chance d'être le premier patron de cette belle maison. Et donc, il a rassemblé l'ensemble de ses cyber-enquêteurs. On est presque 9000 aujourd'hui, avec une cible à 10 000 avant les Jeux Olympiques. J'aurai l'occasion d'y revenir. Il en a fait un grand commandement, c'est-à-dire que cette structure, elle lui est directement rattachée, ce qui me permet d'avoir un positionnement transverse et hiérarchique qui est intéressant. Il m'a rendu autonome financièrement. Il m'a confié l'ensemble du champ cyber, de la partie prévention à la partie investigation, et je pense que c'est une des forces du ComCyber et une des caractéristiques extrêmement intéressantes qui ont fait quelque chose de plutôt assez unique en Europe, pour maintenant connaître l'ensemble de mes interlocuteurs. Et on verra que ça a un vrai sens. Et donc l'idée, voilà, ça a été, je te confie les clés de tout le cyber en gendarmerie, fais-moi un avion de chasse et rendez-vous au JO parce qu'il va y avoir du travail. Si on avance, j'essaie d'aller vite pour ce que vous ne le voyez pas. Non, vous ne le voyez pas à l'écran, mais alors moi j'ai le timer qui décompte pour bien me rappeler que je dois être à l'heure. Donc ce ComCyberGendre, comment est-ce qu'il est créé? 9000, je vous le disais, 8700 et quelques pour être un peu plus précis, avec un principe de subsidiarité, une pyramide telle qu'on sait la faire en gendarmerie, avec des cyber-enquêteurs partout sur le territoire, y compris outre-mer, et puis une capacité à agréger nos ressources en fonction de la complexité de l'événement auquel nous sommes confrontés. C'est simple, c'est un cas simple, c'est l'unité territoriale qui traite. C'est plus compliqué, à l'échelon départemental, j'ai des enquêteurs spécialement formés que je forme pendant 1 an et demi, parce que je les fais monter au niveau de la licence professionnelle
qui sont spécialement formés sur le cyber, qui viennent agréger leurs moyens avec ceux de l'unité élémentaire. C'est encore plus compliqué, on monte d'un cran au niveau de la région, qui descend le groupement qui vient s'agréger à l'unité élémentaire. Et enfin, je suis sur le haut du spectre, pointe de diamant, pointe de tungstène. Je voulais choisir le minéral ou le métal qui vous intéresse le plus. Mais c'est là où je trouve mes enquêteurs et mes experts techniques les plus chevronnés pour, là encore, être capable d'apporter une puissance de feu importante en fonction des cas les plus graves qui sont rencontrés. J'ai 2 ressources externes sur lesquelles je m'appuie. Les premiers, c'est le GIGN, le groupe d'intervention de la maison. Pourquoi ? Parce que j'ai une composante négociation en cas de gestion de crise qui est importante. Former un négociateur, c'est 10 ans. Ça n'a aucun sens que moi j'en forme. Je n'aurai jamais leur puissance de feu. Donc on a formé ceux du GI qui sont maintenant systématiquement associés à la manœuvre lorsque notamment nous sommes dans une négo avec des hackers qui, par exemple, demandent une rançon. Alors je le précise tout de suite, pourquoi est-ce que je négocie lorsqu'il y a une demande de rançon, non pas pour baisser le montant de la rançon, c'est très cyniquement en plus c'est pas moi qui la paye, c'est bien le chef d'entreprise. Donc, mais par contre mon intérêt en négociant, c'est que je les fais sortir de leur sentier battu, je les fais sortir de leur procédure telle qu'ils l'ont imaginée de façon classique. Et plus je les en fais sortir, plus je les emmène sur des chemins qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, plus j'ai de chances qu'ils me laissent des indices sur lesquels je vais pouvoir travailler pour pouvoir arriver à remonter jusqu'à eux. Donc le GI est désormais complètement intégré à la manœuvre. Et une deuxième ressource sur laquelle je m'appuie, ce sont les cyber-réservistes. C'est-à-dire c'est des gens qui sont du monde civil et qui viennent donner une partie de leur temps pour appuyer parce qu'ils ont des compétences que je n'ai pas en interne ou pour renforcer des compétences que j'ai mais qui peuvent ainsi être démultipliées. Cette cyber-réserve en gendarmerie, on tangente les 400. L'objectif, c'est d'arriver à 1000. 1000 cyber-réservistes à l'horizon 2025, ça serait bien. Et cette structure, eh bien, elle a un intérêt et une particularité, c'est que moi, quand il se passe quelque chose, et si vous m'appelez en début d'attaque, je me déplace systématiquement, j'envoie des équipes systématiquement plus près de la victime. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est pour aider la victime à gérer la crise, puisque en général, elle y est très, très mal préparée, voire pas préparée du tout. Et donc d'avoir un expert de la gestion de crise qui va venir en appui et leur dire bah, écoutez, voilà comment est-ce que vous pouvez monter un PC d'opération de crise, voilà quelles sont vos lignes de force, voilà quels sont les sujets auxquels il faut que vous réfléchissiez, etc. Ben, ça permet au chef d'entreprise ou au patron de la collectivité locale de reprendre un temps de recul pour être capable de ne plus être le nez contre le mur et donc de prendre des décisions un peu éclairées. Le deuxième intérêt qui fait que j'envoie des équipes au plus près, c'est que j'envoie également des experts techniques et des experts des enquêteurs judiciaires. Pourquoi ? Parce que c'est comme pour un homicide, quand vous arrivez sur une scène de crime, la première chose que vous faites, c'est vous gelez la scène de crime et vous récupérez les indices qui vont permettre d'enquêter par la suite. Dans le cyber, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on récupère toutes ces traces numériques de façon à être capable de remonter aux auteurs. Et pour ça, si je ne me déplace pas et si je n'interviens pas tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? La société de remédiation, la société qui va vous remettre en état votre système, eh bien, la première chose qu'elle va faire, c'est de redémarrer votre système pour être capable de reprendre la main et de reconstruire le système qui a été cassé. Or, si je prends par exemple un serveur qui est chiffré avec des données qui sont chiffrées sur lesquelles vous n'avez plus accès, la première chose que va faire la boîte de remédiation, c'est redémarrer sur un support propre pour être capable de voir ce qui se passe et de commencer à reconstruire. Le problème, c'est que dans la mémoire vive du serveur, vous avez énormément d'informations. Vous pouvez avoir énormément d'informations allant jusqu'à la clé de déchiffrement qui vous permet de déchiffrer les données. Si jamais la société de remédiation passe avant moi,
eh bien, elle redémarre le serveur et donc me remet à zéro la mémoire vive et donc j'ai perdu toutes mes traces numériques. C'est pour ça que la première chose qu'il faut faire lorsque vous êtes attaqué, c'est prévenez-nous, appelez-nous de façon à ce que l'on se cale et que l'on organise les choses proprement au niveau du PC de crise avec vous, de façon à ce que les choses s'enchaînent dans le bon ordre et qu'il n'y ait pas de destruction de preuves de l'un par l'autre. Alors c'est une spécificité ou une différence de point de vue avec mes collègues de la police nationale qui, eux, travaillent sur le rapport de la société de remédiation. Je ne partage pas cet avis, je le dis très clairement. Mais donc ne soyez pas surpris si vous faites appel aux gendarmes, les gendarmes se déplaceront chez vous. Si vous faites appel à la police nationale travaillera sur le rapport de la boîte de remédiation. Et pour en avoir discuté avec tous les grands patrons de sociétés de remédiation, tous me disent, et ce que je comprends bien, nous, notre boulot, c'est pas de récupérer les traces. Notre boulot, c'est que nous sommes en relation contractuelle avec un client qui veut que son système soit remis en état le plus vite possible. Et donc, si on trouve des traces, bah, tant mieux, on vous les met de côté et on vous les inscrit dans le rapport. Mais fondamentalement, ce n'est pas notre métier. Ce qui ne me choque absolument pas, et c'est pour ça que je me déplace. Juste une carte pour... voilà, vous... alors, je me suis arrêté au niveau départemental, parce que sinon la carte aurait été entièrement bleue, mais pour vous montrer qu'il y a bien du monde partout, un élément, un point, un site particulier, c'est le site de Rennes. Et j'en discutais avec madame tout à l'heure. Site de Rennes où vous trouvez la brigade numérique qui est une unité accessible 365 jours par an, 24 heures sur 24. C'est 35 officiers de police judiciaire qui se relaient. Et l'objectif, eh bien, c'est justement d'avoir en permanence des gens qui sont à l'écoute. Et on a fait le test en direct tout à l'heure. Je vous confirme que même un samedi matin à 8 h, lorsque vous rentrez par chat, en contact par chat avec un gendarme, celui qui vous répond, c'est pas une intelligence artificielle ou chat GPT, c'est bien un gendarme qui est à la brigade numérique de Rennes, qui est une de mes unités. Ça peut être un bon moyen pour vous lorsque vous voulez signaler immédiatement quelque chose. Ben, voilà, vous avez ça qui est accessible tous les jours que de Dieu fait dans l'année. Une idée sur l'écosystème de coopération. Il est particulièrement dense. Alors, le diagramme se lit de la façon suivante. En vert, c'est tout ce qui est prévention. En bleu, tout ce qui est technique. En jaune, tout ce qui est enquête judiciaire. Une précision dès le départ, la coopération, c'est le maître mot dans le cyber. Les frontières n'existent pas. Travailler en franco-français n'a aucun sens. Moi, je fais 15 à 16 réunions par mois à l'international. Je travaille, ça va du Canada à l'Australie, en passant par le Japon, les pays du Golfe, les pays européens, les États-Unis. Enfin, c'est dans le cyber, le volet international pour la partie judiciaire, il est omniprésent. La dernière grosse enquête grosse opération qu'on vient de lancer en début d'année, là où on a piqué 20 millions à des hackers qui n'étaient pas très regardants sur l'origine des fonds qu'ils blanchissaient. C'était 250 agents de par le monde, Espagne, Portugal, Chypre, Pays-Bas, France, évidemment, États-Unis, Europol. Donc 250 agents dirigés par 50 gendarmes français pour une opération voilà, qui a mis hors d'état de nuire un certain nombre de dirigeants. Et c'est quelque chose qui est standard. Une enquête judiciaire dans le cyber, c'est très vite 6, 7, 8, 10 pays. La dernière messagerie chiffrée que l'on a fait tomber en CROChat, c'est 42 pays qui étaient concernés. On en est à plus de 10 000 procédures incidentes induites par les opérations qui ont été faites sur EncroChat. Donc le maître mot dans le cyber, c'est vraiment la collaboration. C'est vraiment la coopération avec les acteurs étatiques, bien sûr, mais également avec le privé.
On a la chance, notamment en France, d'avoir un écosystème cyber privé qui est à la fois dynamique et qui est plutôt ouvert à la collaboration. On a l'ANSSI, que je ne saurais oublier, la grande prêtresse qui nous donne les grandes orientations stratégiques, l'agence interministérielle, pardon. Et puis, on a un certain nombre d'unités sœurs dans les autres forces, que ce soit la police nationale ou aux douanes. Les douanes ont une structure cyber, une cellule cyberdouane qui est plutôt extrêmement dynamique et qui on travaille bien. Mais très clairement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte PJ, c'est toujours à plusieurs. Alors certains ont coutume de dire qu'il faut chasser en meute. C'est particulièrement vrai dans le cyber. À l'inverse, pour la partie prévention, bien là, on retrouve tous les acteurs de la prévention. Je voudrais juste faire le focus sur un qui est Acima, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est prévention à l'attention des particuliers. Hein. C'est une émanation, un GIP de l'ANSSI qui gère le groupe cybermalveillance.gouv.fr. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille de façon aussi large, la partie prévention jusqu'à la partie investigation? Eh bien, parce que face à moi, si je me concentre sur les escrocs, j'ai 3 grands types de hackers. J'ai les hackers du haut du spectre, ceux qui vont me trouver, qui sont les plus chevronnés, ils sont quelques milliers de par le monde. C'est eux qui vont faire ce qu'on appelle du big hunting, de la chasse au gros, qui vont rentrer longtemps avant chez la victime, qui vont lui exfiltrer de la donnée, qui vont la chiffrer, avec l'objectif d'avoir un gros butin. On est là sur des montants de rançon qui en général, c'est pas moi, et j'ai encore pas dépassé mon temps, ce qui est une gageure. Donc ceux-là sont là pour avoir des rançons à plusieurs millions, ce qui est plutôt assez courant. Les derniers qu'on a tapés, on était sur un butin estimé entre 70 et 100 millions de dollars. Donc on est vraiment voilà, sur le haut du spectre. C'est les plus compliqués, les plus chevronnés techniquement. C'est eux qui vont trouver donc, ces vulnérabilités 0-day, qui sont des vulnérabilités qui ne sont pas connues des systèmes de protection. C'est les plus gênantes, puisqu'en fait les systèmes de protection protègent pas ou mal face à ce type de vulnérabilité, parce qu'en fait, ils ne savent pas que la porte est ouverte. Face à ça, il me faut voilà, des experts plutôt chevronnés. J'ai la chance d'avoir ça en gendarmerie, puisque sur ma pointe de diamant dont je parlais tout à l'heure, si je prends par exemple sur la partie technique, l'ensemble de mes officiers sont tous, bien sûr, officiers de gendarmerie, mais sont tous également ingénieurs. Et pour la moitié, docteur d'État, post-école d'ingénieur, spécialisé sur tel ou tel domaine. Et effectivement, on a tous un profil plutôt extrêmement scientifique. À l'inverse, sur le bas du spectre, j'ai ceux qui me font de la délinquance de masse. C'est les vagues de phishing que vous connaissez, c'est les escroqueries au président, les faux ordres de virement, les escroqueries à la fausse romance. Vous savez, messieurs, c'est ces dames qui vous aiment d'amour fou, mais qui vous demandent un peu quelques milliers d'euros, parce que pour vous rejoindre, pour passer sa vie avec vous, ils ont besoin de payer le billet qu'elles ne peuvent pas payer. Toutes ces escroqueries, on est à l'inverse sur voilà, un grand nombre de victimes avec des petits montants. Et là, la réponse n'est plus que judiciaire. L'autorité judiciaire va en classer sans suite une partie, parce que nous sommes face à de la délinquance de masse et qu'elle ne peut pas tout traiter. Et donc, si la réponse n'est pas dans la partie investigation, elle est dans la partie prévention, pour arriver à faire monter le niveau d'hygiène numérique de tout le monde, pour arriver à ce que les gens ne se fassent plus attraper sur des escroqueries aussi simples. C'est également tout ce qui est escroquerie aux faux services techniques. Vous savez, vous avez sur votre écran une belle image vous disant votre PC est entièrement vérolé, au secours, appelez vite le service technique. Effectivement, vous appelez un pseudo-ingénieur qui vous facture quelques milliers d'euros et qui vous dit refermez le capot de votre PC et là j'ai fait ce qu'il faut, attendez 2 heures et dans 2 heures vous verrez tout sera réglé. Je vous confirme, ça ne marche jamais comme ça. Et puis donc au milieu de ces 2 extrêmes, vous avez ce que j'appelle des délinquants multicartes, et c'est cette catégorie-là qui se développe en ce moment à l'UR grand V. Ce sont des hackers qui sont beaucoup moins chevronnés que ceux du haut du spectre,
mais qui en fait vont aller aux courses avant de mener leur attaque. Ils vont aller acheter une vulnérabilité à un du haut du spectre, ça leur coûtera 20% du montant de la rançon. Ils vont aller acheter de la puissance de calcul à un deuxième, entre 3 et 5%. Ils vont aller acheter de la puissance de blanchiment à un troisième, 5% du montant de la rançon. Vous voyez, tout ça est à peu près très très bien normalisé. C'est mieux que dans une grande surface. Et après, ils vont lancer leur filet large et ils vont taper là où il y a une porte ouverte. Et puis, ils vont se mettre en attente en attendant de voir qui est-ce qu'ils ont pêché et qui est-ce qui répond parce qu'ils se sont fait attaquer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des collectivités locales qui se font poutrer régulièrement, puisque quand on y réfléchit, une collectivité locale ne sait jamais payer une rançon. C'est une structure publique. Donc ça n'a aucun sens d'attaquer une collectivité locale, en tout cas dans l'espoir d'y faire de l'argent, et pourtant ça arrive toutes les semaines, parce qu'en fait les hackers lancent voilà, là où il y a des trous, et si derrière c'est une collectivité locale, eh bien voilà, elle est prise dans les mailles du filet. Donc cette population nous entraîne une activité plutôt extrêmement importante. Je vous ai mis quelques chiffres qui n'ont à peu près comme seul intérêt, voilà, de les avoir affichés une fois et de pouvoir vous les laisser, mais qui nous oblige à être en permanence en mouvement, en permanence en croissance et en montée en compétences. Un élément peut-être sur ce slide à souligner, le Centre national de formation. Depuis cet été, je dispose d'une tour de contrôle pour toute la formation cyber, que ce soit la formation initiale comme la formation continue, puisque c'est le sujet de la formation des personnels est un vrai sujet. Hein, le RH s'est particulièrement tendu dans le cyber. Quelques exemples. On sait qu'il manque 5 à 6 000 ingénieurs cyber en France, et encore, nous sommes un pays plutôt chanceux, puisque 40% des ingénieurs cyber européens sont français. Donc c'est plutôt une pépite que l'on a en France. Néanmoins, on en manque cruellement. Le marché est extrêmement tendu avec des offres et une puissance de feu d'un certain nombre d'acteurs privés qui est particulièrement redoutable. À titre d'illustration, un capitaine chez moi est à peu près à 3 000 € par mois, peu ou prou. Un GAFAM d'un pays qui est de l'autre côté d'un océan célèbre, lui en a offert dernièrement 10 fois plus. En lui disant, moi je rajoute un zéro sur le montant de la solde mensuelle. Vous voyez, il y a une vraie réflexion sur la gestion RH de nos ressources. Et donc ce Centre national de formation cyber, donc c'est ma tour de contrôle pour toute la formation initiale, formation continue. Moi j'ai un budget formation qui est un budget à 6 chiffres, sur l'année. Eh bien ma foi, le ministre a estimé que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas absurde, puisque nous on a créé un centre de formation pour la gendarmerie, et lui a dit, vous n'avez pas compris, c'est le Centre national de formation ministérielle, et donc vous aurez aussi à former des policiers et des douaniers. Un exemple pour vous illustrer un cas concret, j'ai souhaité prendre Ragnar Locker. Ragnar Locker, très gros groupe de hackers qui fait vraiment du big hunting, de la chasse au gros, et qui en septembre 2020, lorsqu'ils apparaissent, tapent un certain nombre de grosses boîtes françaises. Eh bien, pour vous montrer que le dispositif fonctionne, en octobre 2020, lorsqu'ils tapent une très grosse fortune française, une très grosse fortune industrielle française, elle nous prévient tout de suite. Je déploie le fameux triptyque que j'ai évoqué tout à l'heure, expert judiciaire, expert technique, expert en gestion de crise. Eh bien, un an après, presque jour pour jour, je suis allé taper les deux auteurs principaux. Il se trouve que c'était en Ukraine, avec le FBI, les Anglais, les Pays-Bas, Europol bien sûr, et les Ukrainiens.
presque un an après, je suis allé taper une... Alors depuis, un des membres du groupe a expliqué que le gars n'y était absolument pour rien et que c'était juste un mec qui était sans importance. Je peux vous dire que c'est juste l'administrateur de l'ensemble du groupe de hack. Et depuis, comme par hasard, ils sont beaucoup moins actifs, maintenant qu'un certain nombre sont au trou, et qu'en plus, on leur a pris un certain nombre de monnaies sonnantes et trébuchantes. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, rappelez-vous-en, appelez-nous tout de suite. En conclusion, dans les 23 secondes qu'il me reste pour tenir les délais, quand une crise survient, appelez-nous tout de suite. Il faut qu'on se coordonne. Ne négociez pas par ailleurs avec les hackers, parce que sinon vous me mettez par terre tout le travail que je fais. C'est un cas concret qui nous est déjà arrivé sur une intervention où ça ne marchait pas comme ça devait. On ne comprenait pas, les hackers ne répondaient pas comme il faut. Enfin, voilà. Et le négociateur s'arrachait les cheveux et n'arrivait pas à faire que la pièce tombe du bon côté, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait le PDG négociait par ailleurs directement avec les hackers. Donc quand vous faites des coups de bluff, si à côté vous avez le PDG qui deal complètement autre chose, bah forcément ça ne marche plus. Et donc l'idée, voilà, c'est bien celle-là. C'est quand la crise survient, appelez-nous de façon à ce qu'on se coordonne. Et avant, préparez-la. Vous devez mettre en place des exercices de gestion de crise cyber. Si vous ne savez pas faire, les gendarmes sont là pour vous aider. Vos gendarmes de rattachement, si vous avez la chance d'être en zone gendarmerie, et si vous êtes en zone police, sans faire trop de bruit, allez voir les gendarmes de votre zone de rattachement. Normalement, comme on est sympa, on vient quand même. C'est des choses qui se travaillent avant. Ce n'est pas au moment où la crise survient qu'il faut se demander, bon alors, comment je communique, avec quoi, qu'est-ce que je dis, qui est-ce que je préviens, comment j'organise un PC de crise. Des choses aussi basiques que je le fais où, j'utilise quoi comme moyen, puisque bien évidemment je n'ai plus de mail puisque le système est chiffré, puis si mon téléphone est sur IP, ben, je n'ai évidemment plus de téléphone dans mon entreprise. Tout ça se réfléchit avant, qu'est-ce que je dis à mes collaborateurs, qu'est-ce que je dis à mes partenaires, la mauvaise réponse étant je fais l'autruche et je ne dis rien. Ça ne marche pas. De toute façon, les hackers se chargent de faire de la publicité à votre place pour vous dire à quel point ils vous ont hacké. Donc de toute façon, ça se saura. Voilà. J'en terminerai là et je suis normalement dans les temps prêt à répondre à vos questions si vous en avez, si je ne vous ai pas abruti par mon discours du samedi matin. Loin de là. Merci mon général. On vous invite avec Alexandre d'abord à boire un verre si vous voulez dans notre petit bar sur scène. Merci mon général d'avoir été aussi clair. Mesdames et messieurs dans la salle, j'ai la catchbox à mes côtés pour celles et ceux qui veulent parler, excellent, avoir une visite médicale gratuite. Tu veux commencer? Très bien, ça m'arrange pas, hein, t'es au 28e rang. Hop là. Merci aux voisins pour l'esprit d'équipe. Bonjour, je t'invite à te présenter, sauf si tu as des craintes de poursuite de la gendarmerie. Le micro ne fonctionne pas dans la catchbox, les copains. Mais sinon, je vais prendre un autre micro sur scène, ne vous inquiétez pas, on va improviser. Si quelqu'un peut faire passer le micro derrière. Merci Céline. Non, on ne lance pas. Et on va récupérer la catchbox en même temps. Bonjour. Oui, bonjour Julien. Merci pour ces éléments. Sans trahir de secret, on voit à peu près comment négocier avec des criminels de manière physique, comment on négocie de manière virtuelle et juste par envoi de messages, enfin d'email. Si je reviens sur l'affaire de l'hôpital de l'Est parisien, où il y avait effectivement eu des cyber-hackers qui demandaient, je crois, 10 millions au début, puis ensuite c'est descendu à 1 million, et puis je ne sais pas au final s'il y a eu une rançon qui a été payée ou pas. Mais c'est quoi les éléments qui vous permettent, vous, de pouvoir négocier de manière complètement virtuelle, en fait? Alors, vous êtes énormément plus brillant que moi si vous êtes capable de savoir comment est-ce qu'on négocie dans le monde physique. Moi, je n'ai toujours pas compris comment est-ce qu'ils arrivent à leur fin.
Quand je dis qu'il faut 10 ans pour former un négociateur, c'est vraiment le cas. J'ai beau regarder, lire les comptes rendus de ce qu'ils font, assister à leurs prestations en direct, je ne comprends pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, la pièce, elle tombe du bon côté. C'est la magie, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de les former. Sur la négociation, en fait, les experts qu'ils sont vite arrivés à la conclusion que négocier avec un forcené enfermé chez lui et négocier avec un hacker au bout du fil, c'est exactement les mêmes leviers psychologiques qui sont utilisés. Et c'est d'ailleurs pour ça que, une fois qu'on les a eu formés au langage à utiliser, aux termes à utiliser, eh bien, ils sont devenus instantanément efficaces parce qu'en fait, on a profité instantanément de l'expérience qu'ils avaient acquise par ailleurs. Donc, non, ce n'est pas plus compliqué ou ce n'est pas différent, ce sont les mêmes leviers et c'est simplement leur expertise et leur expérience qui permet d'arriver à un certain nombre de fins. Pour revenir sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, je vous encourage, ne croyez pas tout ce qu'il y a dans la presse. On ne dira jamais assez de mal de ces salauds de journalistes. Non, simplement, c'est que dans le cyber, comme peut-être plus qu'ailleurs, un certain nombre en parlent. Tous n'ont pas forcément les données vérifiées en leur possession au moment où ils en parlent, voyez. C'est bien ce que je disais. Alors, merci beaucoup. Je salue le hibou qui est juste à côté de toi. C'est bien une chouette dans votre logo, c'est ça que l'on voit? Non, c'est un hibou royal. Ah. Alors, pour la petite explication en 30 secondes du hibou, le hibou est le symbole de tout ce qui est enquête judiciaire, recherche judiciaire, et c'est l'oiseau qui voit bien la nuit, ce qui va bien avec le dark et donc le fond noir, puisque ce blason est le seul blason de gendarmerie qui a un fond noir, les autres ayant un fond plutôt blanc. Et ce hibou s'appuie sur un bouclier et une herse qui sont des symboles de protection. Et ils sont entourés d'éclairs puisque nous sommes dans le milieu numérique. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ont rencontré mes enfants hier soir, parce que j'ai la chance d'avoir mes deux plus jeunes qui m'accompagnent, lorsque je suis rentré et que le jour où j'avais fait le choix donc, de mon blason et que mes enfants ont demandé voilà, ce qui s'était passé la journée et que je leur ai indiqué que j'avais choisi tel blason, leur réponse a été « Oh super, il est vachement joli, mais par contre... Et avec les sourcils, là, il a quand même on comprend bien qu'il ne faut pas trop venir lui casser les pieds. J'ai trouvé que c'était exactement l'image que je voulais véhiculer, c'est pour ça que j'ai gardé celui-là. C'est ce qu'on dit à Christophe de Bec de Lièvre aussi pour le hibou. Autre question. Normalement, la boxe fonctionne. Bonjour. Bonjour, bonjour mon général. J'ai une question toute simple. L'autre jour, on m'a dit quelque chose, ou plutôt j'ai lu dans la presse quelque chose, donc qui est peut-être faux. J'ai compris que tout n'était pas juste, mais ça je l'avais vu et compris avant. Par contre, le chiffre est simple, c'est que le revenu de la cybercriminalité est supérieur au revenu de la drogue. Est-ce que c'est exact ou pas? Nous sommes sur des montants comparables. Donc 1500 milliards de dollars de revenus par an pour nos cyberdélinquants. Nous sommes sur des revenus comparables au marché de la drogue, oui. Bon, ben ça ne nous dit pas où investir alors. Merci. Autre remarque et question peut-être dans la salle. David, bonjour. Bonjour David. Quel lien on fait avec ChatGPT? Comment vous voyez les menaces de ChatGPT par rapport à la cyber? Alors, l'intelligence artificielle au sens plus large, c'est évidemment un domaine que l'on a investi, on n'a pas attendu de ChatGPT. Pourquoi? Parce que moi, dans le cyber, j'ai par exemple un vrai sujet autour de la gestion de la donnée de masse. Je génère très vite, j'ai énormément de données très vite à gérer. La messagerie chiffrée, par exemple, dont je citais tout à l'heure, c'était 130 millions de messages, par exemple. Donc c'est quelque chose qui n'est plus à la taille humaine et donc il nous faut des outils pour nous aider à mettre tout ça en corrélation. Et l'IA est un bon vecteur pour ça. Et on a la chance d'avoir des docteurs en intelligence artificielle parmi nos rangs. Donc c'est un domaine qu'on investit énormément. Pour revenir plus spécifiquement sur ChatGPT, ça me pose un vrai sujet. Jusqu'à présent, quand vous cherchiez une information sur Internet,
eh bien, en croisant l'information, vous vous aperceviez de ce qui... Enfin, vous arriviez assez vite à définir ce qui était vraisemblablement juste et ce qui était vraisemblablement faux, à la façon dont c'était écrit, à la façon dont le site était fait, etc. etc. Pour avoir un peu creusé ChatGPT et consorts, je vous encourage à à faire la démonstration à vos enfants qui ont tendance à croire parole d'évangile, ce qu'ils voient sur n'importe quel réseau social. Eh bien, avec ces moteurs d'intelligence artificielle, on va avoir un mal de chien à deviner ce qui est juste et faux, parce qu'ils sont capables, ces moteurs, de répondre avec un aplomb extrêmement important des imbécilités dans à peu près tous les domaines, que ça soit. Et si vous regardez par exemple le député Éric Bothorel vient de déposer plainte contre ChatGPT pour des infos erronées le concernant. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le test, de lui dire qui est le général de division Marc Boget. J'ai appris que j'étais donc le chef d'état-major de la marine. Je vous confirme, le marin chez moi, c'est Barnabé Vatingoire qui est parmi vous, et absolument pas moi. Mais même sur, par exemple, la résolution d'un système d'équations, deux inconnus, deux équations, voilà, que j'ai fait avaler à ChatGPT, il vous détaille complètement le calcul, étape par étape, en vous expliquant ce qu'il faut faire, etc., pour arriver à un résultat qui est faux. Et ça me pose vraiment souci, parce que nos jeunes de maintenant, je n'apprends rien à personne, sont complètement infusés aux réseaux sociaux et à ce qui se trouve sur Internet. Et on va avoir de plus en plus de mal à distinguer ce qui est vrai ou faux, si ce qu'on lit est vrai ou faux, si ce qu'on voit est vrai ou faux, puisque regardez un peu toutes les photos qui tournent, plus vraies que nature. Alors quand c'est le pape en doudoune, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Mais typiquement, si vous avez suivi une image qui moi m'a interpellé, d'une personne déjà d'un certain âge en sang, évacuée par des CRS lors d'une manif parce qu'ils venaient de lui taper dessus. Oui, sauf qu'en fait, l'image est entièrement fabriquée de A à Z et que ça ne s'est jamais passé. Je vous encourage à creuser, à regarder. Ça devient compliqué de voir que c'est une image qui est une fake. Vous nous avez bien plombé le moral, mon général. Merci. C'est vrai que vous parliez du fait que c'est des escrocs, en fait. C'est des escrocs. Et ils sont plus crédibles grâce à un chat GPT. C'est comme ça qu'ils vous embarquent. Accessoirement, pendant que la question, que la boîte vole, ChatGPT me pose un deuxième sujet, c'est que ces moteurs d'intelligence artificielle sont aussi d'excellents vecteurs pour créer n'importe quel programme informatique, y compris un rançongiciel. Ils font ça très bien. Encore une question. Qui a pris la boxe? Pierre, c'est ça? C'est moi, c'est Pierre, oui. Bonjour. Merci, mon général, pour cet exposé. Une petite question sur les juridictions entre la police nationale et la gendarmerie. Quelles sont vos attributions respectives et qui peut-on appeler en priorité? La répartition est la suivante. Alors, autant dans le monde physique, c'est facile, c'est la géographie. Vous êtes en zone gendarmerie, vous êtes en zone police. Dans le cyber, ça n'a plus beaucoup de sens. Alors, s'il s'agit d'un rançongiciel, la méthode qui a été retenue par l'autorité judiciaire est le partage à la souche. C'est-à-dire qu'il y a des souches qui sont de responsabilité police, des souches qui sont de responsabilité gendarmerie. C'est le modèle américain qui est reproduit ici. Donc là, c'est assez simple. Pour le reste, la règle de base est la compétence territoriale. Pardon, une souche, c'est... typiquement, moi, je vais être responsable du groupe de hack Logbit, tandis que la police va prendre Royal, celui qui vient de taper la mairie de Lille, par exemple. C'est ça la souche, c'est le groupe de hack qui est derrière, pardonnez-moi. Pour ce qui n'est pas des rançongiciels, la règle de base est la compétence territoriale, même si... parce que j'ai un peu grogné en trouvant l'idée vraiment absurde, l'autorité judiciaire a précisé qu'on pouvait tout à fait déroger
à cette règle de la compétence territoriale lorsqu'il y avait des événements particuliers d'ancienneté, de travail ensemble, de connaissances mutuelles qui faisaient qu'on s'affranchissait de cette compétence territoriale. Donc en fait, en fonction de qui vous appelez, si c'est un rançon logiciel, ben là c'est facile, c'est quel est le groupe de hack qui est derrière et en fonction réparti aux uns aux autres. Si c'est autre chose, eh bien c'est fonction de la situation et des demandes des uns et des autres. Moi je pars toujours du principe, quand on m'appelle, j'y vais, je traite et après on voit. Vous n'avez pas, la victime n'a pas à supporter ce méli-mélo administrativo-judiciaire. Merci pour cet éclairage. Le micro est ici, désormais. Qui à la boxe? C'est moi, Mylène Romano. Bonjour. Bonjour. Je me fais la voix de plusieurs d'entre nous. Est-ce que c'est possible d'avoir un numéro de téléphone, une ligne directe pour les entrepreneurs de Croissance Plus? Non. Votre numéro de portable, par exemple? Alors, son épouse n'est pas loin. Voilà. Alors, celui de votre épouse. Bien tenté. Alors, mon numéro de portable, oui, pour ceux qui pourront me croiser, et sous réserve que je récupère mon téléphone qui est dehors. Mais ce qu'il faut retenir, et je l'ai montré à la dame avec qui je discutais, vous cherchez masécurité.fr, vous avez le lien pour discuter par chat avec un gendarme. C'est un choix qui vous est offert. Oui, alors attends, j'ai oui. Oui, Evelyne. je l'ai transmis, je l'ai relayé. Voilà, et là, effectivement, on a le lien, mais on aime bien les êtres humains aussi, mais d'accord. Oui, mais alors... Et comme tu es la première à le lui demander... Prenez un code postal en zone gendarmerie, sinon vous allez tomber sur moncommissariat.fr. Mais si vous tombez sur magendarmerie.fr, le gendarme qui répondra est un des gendarmes de chez moi et je vous assure qu'ils sont drillés pour que ça remonte vite et qu'on traite vite le sujet. Très bien, merci beaucoup.